Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle interview d'une femme ambitieuse. J'aime vraiment ces échanges qui invitent à l'éveil, à la réflexion et qui, j'espère, vous permettent de prendre conscience du champ des possibles. Euh, J'aime particulièrement en fait me nourrir de ces échanges et des versions de chacune de mes invitées. Je le préenregistre d'ailleurs ces interviews simplement parce que je trouve que ça donne un côté plus intime et puis que l'on se dit des choses en fait que l'on ne se dirait pas forcément en live. Je fais d'ailleurs en sorte que chaque interview aborde des sujets différents. Parmi ces sujets, il y en a nombreux que j'aborde moi-même avec mes propres clientes. J'ai choisi de m'adresser ici aux femmes ambitieuses, non pas dans le sens péjoratif et négatif, qui est trop souvent encore accolé au terme d'ambition, mais bien dans le sens anglo-saxon du terme, celui qui fait de l'ambition le reflet de la motivation, de l'audace, de la détermination et même du fait d'entreprendre. La vision péjorative et négative que beaucoup peuvent avoir n'est donc pas universelle en fait. Alors moi je m'en suis détachée et je m'intéresse donc à toutes les femmes inspirantes, talentueuses, audacieuses, formidables, rayonnantes et tellement plus. Donc profitez bien de cette interview et je serai ravie d'échanger avec vous par SMS, par messagerie privée, comme vous voulez. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez retiré, peut-être avez-vous une prise de conscience. Je vous laisse me raconter tout ça et en attendant, profitez bien de cette nouvelle interview. À très bientôt. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous, vous qui nous rejoignez pour cette interview d'une nouvelle femme ambitieuse. Je vous présente aujourd'hui Biba Pedron, que je suis vraiment ravie d'interviewer aujourd'hui après votre retour aux États-Unis. Très récent. Absolument, en direct. Et vous êtes ma première interview en direct de Miami, de nouveau. Super. Alors, Biba, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, est donc coach. Elle est française, installée aux USA depuis de nombreuses années. Elle va nous en parler. Sa réputation dans le domaine du marketing relationnel est vraiment très importante puisqu'elle a même fait l'objet d'une parution dans le magazine Forbes, pour vous dire à quel point Biba est connue et réputée, renommée. Donc Biba, vous êtes une femme vraiment ambitieuse, incontestablement. On en a d'ailleurs toutes les deux la même définition. On va y venir dans quelques secondes. Est-ce que vous pouvez donc vous présenter, nous parler de votre parcours depuis ce jour où vous avez décidé de vivre le rêve américain? Alors effectivement, donc ça fait 20 ans maintenant que je vis aux États-Unis et la raison pour laquelle j'y vis, c'est que c'était un rêve de petite fille et je n'ai jamais pu expliquer pourquoi, parce qu'à chaque fois, parce que bon, un rêve, des fois quand on est enfant, on en parle et puis après ça passe. Sauf que moi, c'est jamais passé, je suis devenue adolescente, je suis devenue adulte et on m'a toujours demandé pourquoi les États-Unis, je n'ai jamais pu expliquer. Et en fait, c'était même pas les États-Unis, c'était vraiment New York. Je vais habiter à New York, point. Pour moi, il y a New York et il y a les États-Unis, c'est séparé, et pour beaucoup de gens aussi. Et j'ai jamais pu expliquer. Alors, quand je suis arrivée à New York, c'était assez étonnant parce que là où moi je suis originaire d'Alençon, en Normandie, qui est une petite ville, je n'arrivais jamais à me repérer dans la ville. C'est-à-dire, il fallait toujours, quand je partais quelque part en voiture, je demandais à ma mère la direction, c'est côté Leclerc, côté Confort ou côté Carrefour. Voilà, il y a que comme ça que je me repérais. Et en fait, je suis arrivée à New York et j'ai vraiment eu le sentiment d'arriver chez moi. Je me suis jamais perdue, je me perdais pas dans le métro. Et surtout, la première fois, je suis venue en 92. Et quand l'avion a atterri à JFK, j'ai une espèce de frisson que j'ai pas pu expliquer non plus, en disant ça y est, tu arrives à la maison. Je dis bon, donc c'est que parce que je me disais avant de partir, est-ce que parce qu'effectivement je l'ai rêvé longtemps, puis je suis venue en 92 et je me suis dit c'est il y a deux options, c'est soit j'adore, soit je déteste parce que je me suis fait un film dans ma tête pendant des années et ainsi de suite. Et en fait là j'avais confirmation. Et moi mon principe c'est de ne jamais chercher le où quoi comment. Donc, je me disais pas quand est-ce que j'arrive, comment j'arrive, et ainsi de suite. Je sais que je vais arriver un jour. Quand, je ne sais pas, mais je sais que je vais y arriver un jour. Et puis, à partir de là, bah, effectivement, pendant plusieurs années, j'ai fait le voyage pour à chaque fois que j'avais des vacances, en fait. Et puis, en 98, je devais partir en vacances et mon patron ne voulait pas me laisser partir. Et là, en plus, je voulais partir 15 jours. Et j'étais directrice des ventes à l'époque. Et il m'a dit non, non, vous ne pouvez pas partir parce que du coup, si vous partez, l'équipe a besoin de vous. Je dis attendez, il y a le téléphone. Donc 98, il n'y avait pas encore trop Internet, donc on ne s'en servait pas pour le travail. Mais je dis si vous avez besoin de moi, il y a le téléphone quand même. C'est pas la lune, les États-Unis.
Et c'est là où ça a été la goutte qui a fait déborder le vase en me disant je ne veux plus jamais que qui que ce soit décide pour moi, même si c'est partir en vacances. Donc, comme je suis très têtue, je suis partie pendant les 15 jours. J'ai eu les arguments pour qu'ils me laissent partir quand même. Et au retour, je me suis dit, bon, allez, ça y est, c'est bon, je m'en vais. Et du coup, j'ai quitté effectivement mon job un vendredi soir pour lancer un business le lundi matin. Donc, sans argent, parce que je gagnais très bien ma vie à l'époque, mais je le dépensais aussi vite. Donc, je n'avais pas d'économie. J'avais aucune expérience de l'entrepreneuriat et je me suis vraiment lancée comme ça, je me suis jetée à l'eau en disant, et tout le monde bien évidemment m'a traitée de folle en me disant que j'y arriverais jamais, qu'au bout de 30 jours, je n'aurais plus d'argent parce que je n'aurais plus de salaire. Et je dis, mais de toute façon, si je n'essaye pas, je ne peux pas savoir. Donc, je me donne 9 mois, comme pour faire un enfant. Je me donne 9 mois. Et puis, si dans 9 mois, vraiment, il s'est toujours rien passé, il sera toujours temps de revenir en arrière et de chercher un job. C'est pas un échec, c'est juste j'essaie quelque chose. Si je sais pas, je peux pas savoir. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et puis, surtout, je l'ai fait en réaction, justement, et de dire, j'ai pas envie d'attendre les prochaines vacances pour pouvoir repartir. Et j'ai envie de partir quand je veux. Et il me semble que vous ne parliez pas ou peu anglais. Je parlais peu parce que, c'est-à-dire, j'avais le niveau scolaire, donc niveau terminal, autant dire qu'on sait demander son chemin et où sont les toilettes éventuellement, ou demander son menu au restaurant, mais ça s'arrête à peu près là. Et je connaissais personne non plus. Donc, c'était vraiment un pari fou. Oui. Oui, mais ça ne me paraissait pas insurmontable parce que, comme je dis toujours, quand on a un rêve, quand on a ça au fond de ses tripes, c'est toujours mon expression, si c'est au fond de ses tripes et si c'est très fort et qu'on n'a pas de doute sur le fait que ça peut réaliser. Alors, on sait que ça ne va pas être simple du jour au lendemain parce que ça n'a pas été simple, effectivement. Mais du coup, on sait qu'il y a des solutions. Donc, ça ne me faisait pas peur. Et puis, donc, j'ai monté cette première société en 98. J'ai fait du télésecrétariat, ce qu'on appelle maintenant une assistante virtuelle. Alors là, pareil, je ne savais pas taper à l'ordinateur. Je n'avais jamais été secrétaire, mais j'avais choisi ça un peu parce que je ne savais pas quoi faire. Je dis, je veux arrêter mon job, d'accord, mais je fais quoi? Et donc, j'ai commencé comme ça. Alors, en plus, la toute première cliente que j'ai trouvée, c'était le jour même où je quittais mon job, et c'était pour faire de la transcription de cassettes. Donc, que je ne savais pas faire non plus, mais je dis toujours oui à tout. Et puis après, on apprend. Et en fait, à l'époque, je gagnais 20 francs, parce qu'on était toujours en francs, 20 francs de la cassette. Sauf qu'une cassette de 60 minutes, il me fallait entre 12 et 14 heures pour la transcrire. Alors, une cassette audio ou vidéo? Audio. Audio. Donc, il faut de la motivation à 20 francs pour 60 minutes, mais moi qui me prenais entre 12 et 14 heures. Et là aussi, j'ai fait ça pendant les 4 premiers mois, parce que c'était la seule cliente que j'avais trouvée à ce moment-là. Mais donc, je me souviens, je me couchais à 2 heures du matin, je me relevais à 4 heures le matin pour recommencer. Enfin bref, c'était un peu de la folie. Mais même si je détestais faire ça, parce que c'était vraiment pas pour ça que j'avais lancé un business, mais ce qui me tenait, c'est de se dire, ce business, il faut qu'il fonctionne. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, effectivement, je puisse repartir à New York. Et justement, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Par contre, la seule conviction que j'avais, c'est que, un, ça allait fonctionner. Et deux, je voulais un business que je puisse faire de n'importe où, justement, avec un téléphone, un ordinateur et une connexion Internet, même si on était au tout début d'Internet et je ne savais pas trop ce que ça allait devenir ni comment j'allais m'en servir. En disant, je monte mon business en France et à un moment donné, je vais le déplacer à New York. Donc, j'ai fait ça pendant les 6 premiers mois, c'était effectivement du télésecrétariat. Et puis, à force de faire de la promotion, et à l'époque, c'était par téléphone et par fax, et on ne faisait pas les emails encore, donc ça prouve que ça remonte loin. Et en fait, je m'étais, comme j'avais toujours été commerciale et après responsable de vente, je marquais prise de rendez-vous et vente par téléphone. Parce que c'est ce que je savais faire de mieux. Je n'avais pas d'expérience de secrétaire, mais ça, j'avais cette expérience-là. Et petit à petit, effectivement, c'est vers ça que ça s'est transformé, puisque de plus en plus de sociétés qui n'avaient pas eu les moyens d'avoir une équipe de vente en interne, effectivement, ont pris mes services. Alors, au début, il fallait expliquer, parce que télésecrétaire, c'était le tout début aussi. Personne ne savait ce que c'était. Donc, quand j'expliquais aux gens, je vais faire votre secrétariat, je vais faire les appels téléphoniques, mais je ne suis pas dans votre bureau, je suis chez moi. Les gens avaient un peu de mal à comprendre. Je dis que je sois au bout de la rue ou après, si je pars à 8 000, 6 000 ou 8 000 kilomètres, ça va être la même chose. Donc, certains tiquaient un petit peu en disant « Ouais, non, mais moi, j'ai besoin de vous voir. » Donc, ces clients-là, je ne les prenais pas. Et puis, après, donc, j'ai pris les autres. J'ai commencé le télésecrétariat, le télémarketing.
Et en fait, il m'a fallu 2 ans, effectivement, pour financièrement avoir suffisamment pour le business et pour pouvoir reprendre mes voyages aux États-Unis. Et je suis repartie en mai 2020. Donc 2 ans après, en mai 2020, je suis repartie. Et là, c'était assez intéressant parce que j'ai prévenu tous mes clients que je partais. Parce que je repartais 15 jours. Pas 2020. 2000, pardon, pas 2020. 2000. De 98 à 2000, voilà, parce que sinon, 2000, oui. 2000. Comme quoi, j'ai l'impression que c'était hier encore. Oui, là. c'est ça. Non, 2000. Et donc, j'ai prévenu tous mes clients en disant si jamais le téléphone ne fonctionne pas, si jamais quoi que ce soit. Et là, en 2000, on utilisait déjà plus les Internet. Donc là, il y avait la communication Internet. J'envoyais tous les rapports le vendredi. Donc, j'ai appelé tout le monde pour les prévenir quand même. En disant, je pars, c'est pas des vacances, je vais continuer à faire le travail, mais au cas où, en cas de problème technique. Et ce qui était intéressant, c'est que je suis rentrée donc au bout des 15 jours et j'ai rappelé tout le monde. J'avais une dizaine de clients à l'époque. Et la majorité, avant même que je dise quoi que ce soit, me dit « Alors, au fait, vous m'avez dit que vous partiez à New York en vacances, mais c'est quand que vous partez ?» Alors, à chaque fois, je disais, d'abord, ce n'était pas des vacances et je viens de rentrer. Et il dit, mais c'est pas possible, le travail a été fait, on a eu nos rapports. Donc, et là, je me suis dit, c'est cool, ça veut dire que je peux transporter mon business. Et c'est à partir de 2000, effectivement, que j'ai commencé à faire la navette régulièrement. Je faisais 3 mois Paris, 3 mois New York. J'ai fait ça pendant 3 ans. Le temps de trouver des solutions aussi, parce que c'était… Alors, au départ, c'était d'aller m'y installer, mais je pensais que ça allait être beaucoup plus simple que ça. Genre, j'arrive et puis je trouve un visa et puis ça se fait tout seul. Et en fait, il m'a fallu plus de 2 ans et même encore une année supplémentaire pour trouver déjà les bons avocats, parce que j'en ai quand même vu 6, où les 5 premiers m'ont tous dit que c'était impossible, que j'arriverais jamais à m'installer. Le premier m'a dit qu'il fallait que j'investisse $1 million. Autant dire que je ne les avais pas à l'époque. Le deuxième a dit 500 000, le troisième 100 000, donc plus ça va, plus ça baisse. Il y en a un qui m'a dit, de toute façon, vous n'avez pas d'autre solution que de faire un mariage blanc. Et un autre qui m'a dit, de toute façon, vous aurez, avec le projet que vous avez, c'est trop petit, parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, sauf qu'à partir du moment où je suis arrivée sur place, j'ai découvert le networking, qui n'existait pas encore en France à l'époque, et je me suis dit, j'aime bien le concept, donc c'est ça que je vais démarrer. Ok, si vous voulez bien expliquer, parce que certaines des personnes qui nous écoutent ne savent pas ce que c'est que le networking. Je ne sais pas ce que c'est que le networking. Pourtant, oui, mais nous, on utilise des termes, voilà, quand on est dans le milieu du coaching, par exemple, ou de la thérapie, on va utiliser des termes qui nous semblent tellement familiers, mais qui sont totalement inconnus pour beaucoup. Donc, en fait, le networking, c'est des soirées. Enfin, avant, c'était en présentiel, maintenant, c'est aussi en visio, mais à l'époque, c'était uniquement présentiel, où, en fait, on se retrouve entre entrepreneurs et ça permet de développer sa visibilité, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vendre nos produits, on est là pour se faire connaître, on est là pour rencontrer d'autres personnes, pour créer des relations sur le long terme. Et puis, à un moment donné, effectivement, plus si affinité, comme on dit, mais au niveau business, de se dire, est-ce qu'à un moment donné, on se rencontre là, après, il faut faire le suivi, se rencontrer. Est-ce qu'il y a des synergies dans nos business? Est-ce que l'un va devenir client de l'autre? Ou est-ce qu'on va faire des partenariats, des choses comme ça? Donc, c'est vraiment un outil marketing pour développer son business. Et ça, à l'époque, ça n'existait pas du tout en France. C'est mettre en place tout un réseau, en fait. Tout un réseau, c'est ça. Voilà. Qui est en réel, pas sur les réseaux sociaux, mais en réel. Donc, on connaît véritablement les personnes. Et le but, donc, maintenant, il y a BNI en France, et puis il y en a plein d'autres. Il y a plein d'associations pour des femmes, par exemple, ou des choses comme ça. Mais à l'époque, effectivement, en France, il n'y en avait pas. Donc, j'ai découvert ça en me disant, mais c'est quoi leur concept? Donc, dans toute la phase où, effectivement, pendant ces 2 années où j'ai cherché comment avoir un visa et ce que je pourrais faire, c'est là que j'ai appris, effectivement, que je pouvais obtenir un visa en lançant un business. Sauf que moi, mon business en France, c'était du télémarketing. Donc, j'ai essayé pendant 1 mois quand même de faire du télémarketing, mais quand on ne parle pas la langue correctement, à force de faire des voyages, ça allait mieux, mais pas au point de business, de faire du téléphone. Et j'avais un client français à New York qui était architecte, et qui m'avait dit, si, mais vous allez le faire, vous allez voir, ça va bien se passer. En plus, moi, j'appelle essentiellement des sociétés françaises. À la réception, c'est des Français, sauf qu'à la réception, c'était que des Américains. Et je me suis fait raccrocher au nez un nombre de fois phénoménal. Donc, au bout d'1 mois, j'ai dit, va falloir que je trouve autre chose parce que c'est pas ce business-là que je vais pouvoir amener aux États-Unis. Et donc, en faisant mes recherches, parce que j'ai aussi passé 3 mois complets à la bibliothèque business de Manhattan, pour lire tout ce que je trouvais sur comment faire du business à l'américaine. Parce que là aussi, c'était complètement différent de ce qu'on fait en France. Donc, j'ai
tout, j'ai tout lu, c'est-à-dire que j'y passais mes journées complètes. C'était un job à plein temps, c'était ouvert de 9h à 17h, j'y étais à plein temps pour tout lire. Et il y avait justement toujours ce mot de networking qui revenait. Et au début, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, parce que ça n'existait pas, il n'y avait pas de traduction. Et quand j'allais voir dans le dictionnaire, je voyais des câbles d'ordinateur. On était plutôt dans le connecting, donc je ne comprends pas le rapport avec le business. Donc après, je me suis dit, tiens, je vois qu'il y a des séminaires sur le networking, donc je vais aller à des séminaires, peut-être que je vais un peu mieux comprendre. Et puis après, quand j'ai vraiment compris en quoi ça consistait, donc j'ai décidé de m'inscrire à un networking. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand je suis arrivée, non seulement je parlais pas anglais, mais en plus je suis quelqu'un de très timide. Donc c'est pas moi qui vais vers les gens. Et dans les networking, on va vers les gens. Bonjour, je m'appelle un tel, je fais ci, je fais ça. Et pour moi, ça me paraissait juste insurmontable. Et le tout premier networking où je suis allée, donc j'ai pris mon badge. Et ça se passait en plus dans des bars. Donc, il y avait 150 personnes, il y avait un brouhaha pas possible. Mon anglais s'améliorait, mais pas au point d'être fluente, comme on dit, pas le parler couramment. Donc, j'ai dit, dans ce bruit, je ne vais rien entendre. Il parle rapidement, comment je vais m'en sortir? Donc, j'ai fait le tour du bar. En 1 minute, j'étais sortie, je suis partie en courant en disant, c'est juste pas possible. Je ne vais pas y arriver, je ne peux rien faire avec ça. Je suis retournée à la bibliothèque, j'ai revu des trucs. Cette fois-ci, j'ai pris des livres sur le networking. Puis, je me dis, bon, je ne vais pas m'arrêter à un échec. En général, je ne m'arrête pas à un échec. Donc, j'y retourne. Donc, je me suis inscrite à d'autres networking. Et là, j'avais un objectif à chaque fois. C'est-à-dire, mon premier objectif, c'est de dire, OK, je ne sors pas tant que je n'ai pas parlé à 2 personnes. Le suivant, c'est je ne sors pas tant que je n'ai pas parlé à 4 personnes. Et donc, petit à petit, mais ce que je faisais, c'est comme j'étais toujours incapable d'aller vers les gens, je prenais mon verre au bar, je me mettais dans un coin et j'attendais que quelqu'un vienne me parler. Donc, à partir du moment où quelqu'un venait me parler, bon, là, j'ai pas de problème pour répondre. Et puis, d'autres personnes rejoignent le petit groupe et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à faire du networking. Et à force, je me suis dit, j'aime bien le concept. Par contre, je n'aime pas le concept dans le bar, 150 personnes super bruyants où chacun doit se débrouiller, on paye à la porte et chacun doit se débrouiller. Et je me suis dit, puisque en fait, je peux avoir un visa en montant un business, eh bien, c'est ça que j'ai envie de faire. Et là, et c'est pour ça que les avocats disaient que mon projet était trop petit, de monter des networking, ça n'allait jamais passer. Et en fait, c'est au 6e avocat où je lui ai raconté toutes mes galères. Ça faisait déjà 2 ans que je galérais pour voir des avocats, donc $450 à chaque fois la consultation. Oui. Et là, il me dit, mais non, pas du tout. Il me dit, je ne sais pas pourquoi ils vous ont dit ça, parce qu'il n'y a pas besoin d'1 million de dollars, ni 100 000, et votre projet, il passe très bien. Et donc, comme quoi, il ne faut jamais abandonner parce que dès qu'on trouve la bonne personne, dès que je l'ai trouvé lui, 6 mois plus tard, j'avais mon visa. Là, on voit clairement dans votre parcours, donc déjà, l'intime conviction que vous allez réussir, en fait, et que vous allez pouvoir vivre votre rêve, donc votre ambition. Le deuxième point, c'est vraiment le fait d'avancer pas à pas et de ne pas considérer un échec comme tel, mais plutôt comme une expérience que vous transformez justement ensuite en réussite en vous posant un objectif, un pas après l'autre, toujours, 2 clients et puis 3, etc. Enfin, en tout cas, 2 contacts, 3 contacts. Et puis finalement, donc, la mise en place de déjà ce premier job, ce premier business qui a très vite, en fait… c'est développé assez rapidement parce qu'après, j'ai fait ça pendant 5 ans à New York et à une époque, je faisais même 5 soirées par mois. J'en avais plusieurs dans le centre de Manhattan, j'en avais dans le Bronx, j'en avais à Brooklyn, j'en avais dans le New Jersey, j'en avais dans le Connecticut. Donc, ça s'était bien développé. Et ce qui est assez marrant, c'est que donc, quand je voulais partir aux États-Unis, je ne savais pas pourquoi. Par contre, une fois que je suis arrivée, au bout d'un moment, j'ai compris pourquoi. Parce que justement, c'était leur mindset, donc leur état d'esprit, voilà. Ce que moi je traduis par état d'esprit XXL, parce que je trouve que le mot état d'esprit, ça ne suffit pas. J'ai vu que finalement, c'était ça qui me plaisait. Et j'ai compris à ce moment-là que souvent dans les jobs où j'étais en France avant, je me sentais décalée. Alors non pas que je me sentais supérieure des autres ou quoi que ce soit, mais j'avais déjà en moi cette conviction que beaucoup n'ont pas. Donc, je sais qu'une fois de plus, tout est des montagnes russes, rien n'est facile, hein, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, mais à partir du moment, j'ai toujours partir du principe, si je veux, je peux. Mais en France, il y a beaucoup de gens, ça ne suit pas à ce niveau-là. Et c'est comme ça que j'ai compris effectivement que c'était ça finalement qui m'attirait essentiellement chez eux, c'était cette mentalité qui était complètement différente. Et d'ailleurs, donc quand moi j'ai lancé mon business en France en 98, tout le monde m'a dit « t'es folle, tu ne vas pas t'en sortir, dans 30 jours, tu n'auras plus d'argent ». Quand je suis arrivée aux États-Unis, que j'ai lancé le business de networking, donc que je connaissais quasiment pas quelque temps avant, j'ai aucun de mes clients américains qui m'a dit « tu ne vas pas y arriver ».
Exactement. Tout le monde m'a dit, écoute, tu fais ce que tu peux, tu fais au mieux, et puis si ça ne marche pas, tu iras faire autre chose. Voilà, donc là, j'ai vu la différence tout de suite des deux. Une des grandes particularités des États-Unis, on a ce trait en commun de toutes les deux avoir cet attrait, sauf que moi, je n'y vis pas, mais bon, j'ai aussi fait donc une partie de mes études aux États-Unis et j'y ai travaillé également. Ce trait, en fait, qui est vraiment... On ne considère jamais qu'on a fait un échec. Autant en France, quand on a déposé un bilan, par exemple, ça devient difficile, même par rapport aux banques, ne serait-ce que de réclamer, de demander un nouveau crédit, par exemple. Difficile de repartir pour refaire un business, etc. Tout se fait vraiment, je dirais, de façon difficile. Alors oui, parce que c'est toute la société qui considère qu'on est un loser, en fait. Exactement, on nous colle cette étiquette de loser parce qu'on n'a pas réussi, alors qu'aux États-Unis, en réalité, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave, en fait, ça permet de redémarrer différemment. Et pour vous, justement, cette motivation et cette détermination, ça crée des résultats. Alors, motivation, détermination, résultat, réalisation, voilà. La formule gagnante. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est effectivement mon dernier livre. Il est sorti en septembre 2020 et en septembre 2021 en anglais. Et effectivement, ça, c'était un projet que j'avais depuis longtemps parce que j'avais écrit d'autres livres avant, mais qui étaient uniquement purement marketing. Et ça, c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur. Mais pendant longtemps, je ne savais pas par quel bout le prendre ou par quel bout le démarrer. Et en fait, je l'ai écrit en avril 2020, donc pendant le confinement. Et le livre est arrivé en un mois. Ça devenait tout simple, ça devenait une évidence. Et en plus, quand je l'ai sorti en septembre 2020, je me suis dit, c'est peut-être pas plus mal parce que les gens ont peut-être encore plus besoin de mindset, de positivité maintenant dans la situation où on était que peut-être avant. Peut-être que les gens auraient été plus sensibles à ça. D'ailleurs, vous dites toujours que le succès, en fait, c'est 80% de mindset et 20% seulement de marketing finalement. Et c'est ce que je fais en coaching. C'est pour ça que j'ai dit toujours, effectivement, moi, ce que je vends, c'est du marketing. Donc, les gens viennent à moi en tant que business coach plus que mindset. C'est-à-dire, le mot mindset coach, je l'ai amené, je dirais, il y a 3-4 ans, je l'ai amené plus tard parce que je savais que le mindset en France, c'était pas, il fallait que ça s'installe. Maintenant, bon, il y en a beaucoup plus à le faire et à le dire. Mais j'ai mis du temps à l'ajouter et les gens viennent pour du marketing, venez m'aider à développer mon business, à avoir plus de clients, à mettre en place mes offres, mes tarifs, ce genre de choses. Mais je ne peux faire ça et on ne peut avoir de résultats avec ça que si effectivement le mindset est en place. Parce qu'on peut faire tout le marketing qu'on veut. Si on n'est pas clair dans sa tête sur ce qu'on veut, sur la reconnaissance de son expertise, qu'on apporte, comme moi je dis toujours, à une expérience ou une transformation de vie au client, on ne vend pas un produit ou un service, on apporte une expérience ou une transformation de vie. Tant qu'on ne voit pas ça, qu'on ne se reconnaît pas soi-même, et c'est très français de ne pas se reconnaître. La preuve, vous me disiez juste avant l'interview, vous avez un parcours exceptionnel. Je dis, pour moi, il est juste normal, je ne le vois même pas comme exceptionnel. Donc, c'est très français de se rabaisser quelque part, ou de ne pas, contrairement aux Américains qui sont très... Et ils montrent en avant toutes leurs qualifications et ainsi de suite. C'est d'ailleurs un trait qu'il aurait souvent décrié, en fait. Voilà, aussi. Ils sont peut-être à l'extrême. C'est-à-dire que par rapport à nous, on les trouve peut-être un peu à l'extrême. Et même moi, au bout de 20 ans, des fois, je les trouve très extrêmes quand même. Mais c'est vrai de ne pas reconnaître sa valeur. Et c'est pour ça aussi que quand je démarre des coachings, rapidement, des fois même à la première session ou dans les premières sessions, je double ou triple le tarif des personnes en disant, mettez au niveau de votre expertise. Ou pour certaines, je rajoute même un 0. Et on passe d'un tarif de 350 à 3500 ou de 450 à, j'ai une cliente qui est passée de 450 à 5100. Et en 2 mois, qui vend à la même personne qui 2 mois avant lui avait dit 450, c'était trop cher, qui lui achète à 5100. Et pourquoi? Parce qu'on a travaillé le branding, on a travaillé la façon de penser, on a travaillé le mindset. Elle reconnaît son expertise, elle le présente différemment, elle se présente différemment. Et du coup, la cliente voit sa priorité. C'était très marrant parce que cette cliente-là, qui donc, soi-disant, n'avait pas l'argent 2 mois plus tôt, la paye en une fois, 5100, alors que 450, c'est trop cher, même en plusieurs fois. Et en plus, la paye en 48 heures et au bout de 24 heures, rappelle ma cliente en disant, tu as oublié de m'envoyer ton RIB, je ne peux pas te payer. Et je dis toujours, si les clients voient leur priorité pour eux, il n'y a plus rien qui arrête. Le prix, on peut être 2 fois, 10 fois, 100 fois plus cher que les autres. Exactement. Si les gens vous ont choisi, vous, pour votre personnalité, pour les résultats que vous apportez, le prix n'a pas d'importance. Exactement. Alors, quel est votre pourquoi, Liba? Alors,
moi, je dis que j'ai 2 pourquoi. C'est parce que je dis toujours qu'il y a le pourquoi professionnel et il y a le pourquoi personnel. Mais mon pourquoi professionnel, il vient parce que j'ai un pourquoi personnel. C'est-à-dire que moi, je suis fille unique. C'est souvent le cas, en réalité, malgré tout. Tout à fait. Et donc, je suis fille unique et quand j'étais petite, mes parents m'achetaient toujours tout, même avant que je demande ou même plus que ce que je voulais, enfin bref. Et d'ailleurs, mon père a toujours dit, je préfère avoir un seul enfant, tout lui offrir, que d'en avoir plusieurs et d'être obligé de faire des sélections. Et moi, ça m'a toujours pesé un peu quelque part d'être fille unique, mais ça, c'est un autre sujet. Et puis, quand j'étais petite, mes parents ont tellement fait pour moi que quand je serai grande, moi aussi, je vais faire plein de choses pour eux. Et puis ça reste dans un coin de la tête. Et puis après, on part, on lance son business, on oublie ce genre de choses. Et puis, donc, et je reviendrai au business, au perso, mais le pro, du coup, ce qui s'est développé, c'est au fur et à mesure des années, c'est non seulement aider les entrepreneurs, mais surtout les femmes entrepreneurs et les femmes solo-entrepreneurs, parce que surtout, j'ai vu la différence justement entre les femmes aux États-Unis et les femmes en France, en tout cas dans le milieu francophone, où notamment quand j'ai voulu lancer mon premier sommet que j'ai lancé en 2014 pour des femmes par des femmes, il a fallu, donc je l'ai sorti en 2014, mais il m'a fallu 2 ans de préparation parce que je n'arrivais pas à trouver de femmes experts qui acceptaient d'être face caméra. Alors maintenant, c'est courant, mais à l'époque, et d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui avait monté un sommet pour des femmes qui s'appelait Réussir au féminin, qui d'ailleurs était le nom que j'avais choisi pour mon sommet. J'ai dit, zut, je ne le sors pas, et elle m'a piqué mon nom. Et par contre, c'était des hommes, les intervenants. Et à l'époque, cette personne, Sophie, je ne la connaissais pas, donc je dis, mais pourquoi cette nana, elle fait Réussir au féminin, elle interviewe que des hommes? Je l'ai connue un peu plus tard, on est devenus amis, et du coup, je lui ai posé, je dis, mais pourquoi tu n'interviewes que des hommes? Mais elle me dit, mais parce que je ne trouve pas de femmes. Il n'y a pas de femmes qui veulent venir pour faire ces interviews, donc je n'ai pas le choix. Je dis, ouais, mais pour moi, ça ne me paraît pas logique. Comment on peut expliquer aux femmes qu'elles peuvent s'en sortir aussi bien que les hommes si c'est des hommes qui doivent leur montrer? Donc, j'ai fait Potentiel féminin en 2013, je crois, et Succès de femmes, et après j'ai continué Succès de femmes. Donc c'était le premier sommet pour des femmes par des femmes. Parce que c'était aussi, là, je travaille souvent en réaction à quelque chose. C'est-à-dire, les femmes aux États-Unis, il y a de la visibilité, il y a des sommets, il y a tout ce qu'on veut, et elles n'ont pas peur de se montrer. Pourquoi les femmes en France ont peur de se montrer et aussi peur de montrer leur réussite? Ouais. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a une mentalité qui fait que si on réussit, si on gagne de l'argent, c'est pas bien, c'est mal, c'est ceci, c'est cela. Et donc, il y a plein de choses comme ça. Donc, les choses ont évolué avec les réseaux sociaux et heureusement, il y a encore du travail, mais ça a bien évolué. Mais c'est pour ça que, donc, c'était surtout ça. Et après, c'était de continuer d'aider les femmes. Et moi, ma devise, c'est de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Et le avec qui je veux, j'appelle ça un luxe qui est accessible à tout le monde, mais que tout le monde n'utilise pas. C'est avec qui je veux, c'est travailler avec le type de client que je veux et ne surtout pas travailler avec certaines personnes. De faire le choix et de ne pas se dire je prends tout parce que j'ai besoin de l'argent. Exactement. Ça, c'est important. Et beaucoup de gens oublient ça. Nos accompagnements sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus agréables, et pour l'une et pour l'autre d'ailleurs, parce qu'il y a une relation on appelle ça l'alliance en thérapie, mais on va dire une relation de confiance en fait qui s'installe, qui fait que le coaching ou l'accompagnement en fait est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Oui, puis surtout, il y a des résultats en face. Et voilà. Moi, les gens qui me font des oui, mais, ou qui se trouvent des excuses, c'est toujours de la faute des autres. Je suis désolée, mais ces gens-là, je ne peux pas travailler avec eux. Alors, je suis prête à travailler. C'est pour ça que j'ai sorti le livre aussi pour montrer ce mindset, cet état d'esprit. C'est qu'il y a des gens qui ne connaissent pas autre chose que la négativité autour d'eux. Donc, ces gens-là, on ne peut pas leur en vouloir. D'où l'importance de travailler son attitude mentale, donc l'attitude mentale positive versus l'attitude mentale, bien évidemment, négative. Tout à fait. Donc, ceux qui ne savent pas qu'il existe autre chose, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, comme on dit. Mais il y a des gens qui savent. Vous croyez vraiment, je vous interromps, Biba, mais est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il existe autre chose? Je pense que dans certains milieux, oui, parce qu'ils ont toujours connu ça dans l'enfance, ils ont grandi, des choses comme ça. Donc, il y a des milieux, alors qu'on appelle défavorisés ou pas, mais où les gens sont là-dedans. Et je me souviens ici, quand je me suis installée à Miami, parce que moi, j'habite dans une ville qui est très sympa, mais on ne va pas très, très loin, effectivement. Alors, on n'est pas dans le ghetto, mais on n'en est pas loin. Et je me souviens de la réaction de mon père, qui un jour voyait les enfants jouer dehors et il dit, mais comment ces mômes peuvent se sortir de ça?
Parce que de toute façon, ils ne voient que ça, ils ne connaissent que ça. Donc, ils vivent dans cette... Et ils sont éduqués comme ça aussi. Et on a la même chose en France, hein, c'est pas juste aux États-Unis, mais on a la même chose. Éduqués dans cette négativité, tu pourras pas faire, tu réussiras pas. Donc, si l'entourage est négatif et on n'a jamais appris que on est dans une certaine condition et nous aussi on peut réussir, eh bien il y a des gens qui savent pas que ça. Enfin, moi c'est mon sentiment qu'il y a des gens qui savent pas que ça existe. Donc ces gens-là, j'ai pas de problème. S'ils sont motivés, j'ai aucun problème à aller les aider. Par contre, ceux qui savent, qui sont un peu plus privilégiés, si je peux dire, qui savent que ça existe, qu'on peut faire autre chose, mais qui me sortent des oui mais en permanence et des excuses, c'est toujours la faute des autres, c'est le gouvernement, c'est le patron, j'ai pas d'augmentation, j'ai pas de ceci. Et moi, quand je regarde les informations en France, en général, je ne les regarde pas souvent parce que du coup, je boue derrière ma télé, je voudrais jeter dans la télé. Ou l'autre jour encore, je voyais quelqu'un, ouais, ça fait 20 ans que je gagne le SMIC et mon patron ceci. 20 ans que tu gagnes le SMIC, eh ben, tu ne peux pas te bouger, aller faire autre chose et trouver un autre job. Qu'est-ce qui t'empêche? Pourquoi toi, tu ne peux pas changer de job? Pourquoi c'est le patron qui doit faire quelque chose? Donc, si c'est des gens qui cherchent des excuses en permanence et c'est la faute des autres, eh ben moi, c'est des gens que je n'ai même pas envie d'aider parce que de toute façon, quoi qu'on leur apportera, ils ne feront pas les choses, ils ne les mettront pas en place et ça continuera à être la faute des autres. Alors que quelqu'un qui est super motivé, qui dit « moi, je suis dans une situation X, mais je suis super motivé et je vais mettre en place les choses que vous me dites de mettre en place. Je sais que ça va être compliqué, mais on va y aller. » Là, j'y vais à 200%. Donc, vous obtenez des résultats. Voilà. Et donc, mon but aussi, c'est de plus en plus, j'aime bien cette expression de dire que je veux aussi aider les femmes, donc justement à faire ce qu'elles veulent, quand elles veulent, où elles veulent, avec qui elles veulent, mais aussi de créer sa propre économie. Et c'est encore plus vrai maintenant depuis ce qui s'est passé sur les 2 dernières années, parce qu'on voit bien qu'il y a 2 ans, il y a plein de gens dont le business est essentiellement présentiel et des choses comme ça. Ben, on est confinés, plus personne ne sort. Moi, je n'ai pas pu faire de conférence pendant 2 ans. Il y a plein de gens qui ont perdu leur business, parce que complètement perdu, parce qu'ils ne savent pas faire autrement, parce qu'ils n'ont pas su adapter rapidement et autres. Et moi, quand c'était le 27 mars, je crois, 2020, quand le président a annoncé le confinement, pendant une semaine, j'ai dit « OK, j'étais censée là être en France pendant au moins 6 mois sans repartir aux États-Unis. Les 6 mois se sont finis en 2 ans, mais je ne peux pas faire de conférence, je ne peux pas aller sur scène. Qu'est-ce que je fais pour remplacer? Parce que c'est effectivement en étant sur scène, et je dis toujours à tout le monde et à mes clients, allez parler sur scène au moins 1 fois par mois. Développer votre visibilité, avoir des clients, c'est le plus simple et le plus rapide. Donc, je dis, je ne peux plus aller sur scène. Donc, il faut bien trouver des solutions. Donc, en 1 mois, j'ai adapté. Mais il y a plein de personnes qui ont perdu leur business. Donc, du coup, plus d'argent. Et pareil, quand le gouvernement dit on augmente les impôts, là récemment c'était l'essence, c'est le gaz, c'est machin. Alors, moi mon but c'est que chaque personne puisse se dire ok, alors on est français, on va rouspéter. Ça, on augmente les impôts, on augmente ceci, on va rouspéter. D'accord. Mais on m'augmente le truc de 100 €. Ok. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Tu me l'augmentes de 100 € par là, je vais aller en faire 500 de l'autre côté parce qu'on sait. À un moment donné, quand on sait faire son business, on sait faire de l'argent. Si on a besoin de plus d'argent, on sait où le trouver. On sait investir. Vous, toutes les deux, on en parle souvent, d'investir. On a notre business, mais on a investi dans d'autres choses, dans de l'immobilier, dans de la crypto, dans plein d'autres choses. On n'est pas juste, je fais mon boulot et puis je prends mon salaire et puis s'il n'y en a plus, je vais aller mendier à droite, à gauche ou je vais aller réclamer au gouvernement ou je vais aller faire des manifs. Non, on a notre business, on sait gagner de l'argent, on sait en faire. S'il faut en faire plus, on va bosser un peu plus et on sait en faire plus. Et ça, c'est ce que j'appelle, moi, avoir sa propre économie. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe dans le monde, et on a l'exemple sur les 2 derniers mois, peu importe, ça ne va pas changer notre rythme de vie. Exactement. Alors, on ne dit pas que c'est facile, hein. On dit simplement que c'est faisable. Voilà. Ça demande effectivement de la détermination. Mais moi, je vous ai découverte il y a environ, je dirais, 1 an. Mais effectivement, au premier confinement, juste après l'annonce donc, du président, moi, je travaillais en cabinet en tant que thérapeute et coach. Donc, j'accueillais des clients en présentiel et nous n'avons plus eu le droit du jour au lendemain d'accueillir personne. Donc, je me suis très vite dit, qu'est-ce que je fais si ça dure? Comment est-ce que je gagne ma vie? Donc, j'ai décidé de réagir très vite. Exactement. Très vite, en fait. En 1 mois de temps, j'ai décidé de fermer et de vendre mon cabinet. Et puis, du coup, de me consacrer uniquement au travail sur les réseaux sociaux. Donc,
même si quelque part, bien sûr que ça me faisait peur, tout comme ça fait peur, hein, on peut être nombreuses, voilà, c'est l'inconnu en fait. Moi, c'était vraiment l'inconnu. En plus, je suis comme vous, quelqu'un de plutôt réservé et timide, donc me montrer, voilà, être obligée d'être vraiment très constante sur les réseaux, c'était difficile, mais en réalité, tout s'apprend et on marche avec la peur, hein. Et puis, si on a cette conviction qu'on va y arriver, ben, on va faire ce qu'il faut pour y arriver. Exactement. Il s'agit aussi d'écouter sa petite voix intérieure, hein, Tout à fait. et de pas seulement s'en tenir à ce que peuvent nous dire les autres, parce que la plupart du temps, effectivement, votre entourage, pour beaucoup, va vous dire: «Mais tu es complètement folle, tu te rends compte ce que tu veux faire là?» Comme on vous a dit quand vous vouliez partir aux États-Unis, «Tu vas pas y arriver, ça va être trop difficile», et cetera, et cetera. Et ces mêmes personnes, quelques années après, quand ils vont voir que vous avez effectivement réussi à avoir, atteindre vos ambitions, atteindre vos objectifs, vont venir vous dire: «Comment est-ce que tu as fait? Est-ce que» voilà. Et Ah oui, non, moi, j'ai même pas eu ça. Moi, ah oui, mais pour toi, c'était facile. Ah oui, c'est vrai aussi. Moi, j'ai eu ça. Et C'est quand j'ai monté mon business en 98, je me souviens d'une amie qui me dit, oui, mais pour toi, c'est facile, tu es célibataire sans enfant. Et je dis, justement, toi, tu as un mari. Si tu lances ton business, il y a le salaire du mari. Moi, j'ai pas de mari. Ça veut dire que si demain, j'ai plus rien, j'ai plus de salaire. En plus, j'étais déjà propriétaire. J'étais propriétaire à 25 ans. Donc, je dis, moi, si demain, j'ai plus rien, on me prend aussi mon appartement. Donc, c'est en rien, c'est simple. Et pour personne, c'est simple. Et après, du coup, je lui citais des exemples, notamment d'Américaines qui avaient plusieurs enfants et qui avaient réussi. Oui, mais c'est les États-Unis. Donc voilà, le oui, mais, c'est oui, on trouve toujours les excuses qu'on a envie de trouver, en fait. On a toujours envie de trouver que chez les autres, c'est plus simple, plus facile, ça demande moins d'efforts, qu'ils ont été plus aidés, qu'ils ont toujours. Et puis souvent, les gens nous disent que c'est pas possible parce qu'eux, ils n'ont pas le courage de le faire. Oui. Donc, ça ne leur plaît pas de voir que nous, on passe à l'action et qu'on va y arriver. Et du coup, quelque part, on va aller à un niveau auquel ils ne sont pas. Et du coup, là rentre la jalousie. Et pourquoi tu gagnes plus que moi? Et même dans les conversations, je dis toujours, quand on évolue au niveau du mindset, je dis toujours aux gens, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle à vous annoncer. La mauvaise, c'est que vous allez perdre des gens sur le parcours. Oui. Parce qu'à un moment donné, on a beau être amis, mais on n'a plus rien à se dire. Moi, je me souviens, il y a des années, en plus, c'était le tout début de mon business, donc je n'étais pas encore installée aux États-Unis. Mais moi, le principe des 4 semaines de vacances, machin, tout ça, les 35 heures, ça me dépasse. Et j'étais dans le train avec deux amis et la conversation est devenue houleuse parce qu'elle me disait, ouais, mais pourquoi toi, tu prends jamais de vacances? Parce que on ressent pas le besoin. Oui, mais tu te rends pas compte, en France, on a 4 semaines de vacances, tu devrais prendre tes vacances. Je dis, pourquoi qui? Je devrais d'abord qui? J'ai mon business maintenant, donc pourquoi je devrais prendre des vacances? Je dis, moi, je prends des vacances quand j'ai envie de prendre des vacances, pas quand le gouvernement ou mon patron me dit que je peux prendre des vacances. Donc, du coup, on n'a plus rien à se dire. On n'a plus rien en commun, on n'a plus rien à se dire. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on va rencontrer de nouvelles personnes qui vont avoir la même mentalité que nous et là, qui vont nous faire grandir parce qu'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas, même si on essaie qu'on se plante parce qu'on va se planter, parce que si on n'essaie pas, de toute façon, on ne saura jamais. Donc, on peut se planter 10 fois, c'est pas grave, 20 fois, c'est pas grave. À partir du moment où on se relève et qu'on apprend de ses expériences, et on a des gens qui vont nous dire, mais non, t'inquiète pas, attends, la prochaine fois, ça va aller mieux. Donc, entre ces gens-là et ceux qui disent, tu vas pas y arriver, à un moment donné, le choix, il est vite fait, quoi. Exactement. Alors, juste pour revenir, parce que je n'ai pas perdu le fil de mon histoire, mais pour revenir, j'avais dit que je reviendrai à mon pourquoi perso. Oui, exact. Tout à fait, ce qui est important. Et justement, et ça, je m'en suis rendu compte, alors c'était en quelle année? En 2016, je crois, où j'ai fait un séminaire à Londres, où effectivement, c'était la première fois où on me faisait faire l'exercice des 5 pourquoi. Et ça, c'est vraiment un exercice très, très puissant. Parce que je savais que le business, alors j'étais à plein dans mon business, à fond. En plus, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, donc j'y suis à fond, j'y suis à 100%. Et en fait, dans cet exercice-là, je me souviens, on était 45 hommes et femmes dans la salle et tout le monde a fini en pleurs parce que la coach nous a poussé vraiment à aller au fond des choses, à aller chercher notre pourquoi perso. Et en fait, c'est là où j'ai réalisé en disant, c'est vrai. Moi, quand j'étais petite, j'avais dit que je voulais acheter plein de choses à mes parents, des voyages, des maisons, des ceci, des cela. Et en plus, non, c'était en 2017, parce que je venais de perdre mon père, qui est décédé d'Alzheimer, enfin, pas d'Alzheimer, mais des suites, et qui est parti très, très vite, en fait.
On ne s'attendait pas à ce qu'ils partent aussi vite que ça. Et je me suis aperçue que j'avais déjà fait des choses, j'étais déjà aux États-Unis et ainsi de suite, mais il y a plein de choses que j'avais encore envie de faire avec lui ou de lui offrir, où je n'ai pas eu le temps parce que je n'ai pas réalisé que, et je ne pouvais pas réaliser de toute façon qu'il partirait aussi vite. Donc, mon pourquoi aujourd'hui, c'est ma mère. Et que j'ai toujours dit que quoi qu'il arrive, mon business, je peux lâcher mon business demain pour ma mère. Si ma mère a besoin de moi, il y a rien de plus important. Plus une fois de plus, moi, j'ai pas d'enfant. Donc, c'est ma mère. Elle a aujourd'hui 82 ans. Et d'ailleurs, elle est dans la pièce à côté parce que je viens de rentrer à Miami après 2 ans, mais elle est avec moi. Et effectivement, donc, tous les voyages que j'ai fait faire à mes parents, New York, Miami, et des choses comme ça, c'est des choses auxquelles ils n'auraient jamais pu imaginer. Là, maintenant, j'ai aussi un appartement à la Guadeloupe. Donc, quand je vais à la Guadeloupe, elle vient avec moi à la Guadeloupe. Donc, tous les hivers, elle vient passer 3 mois. Donc, voilà, mon pourquoi perso, je m'en suis rendu compte grâce à cet exercice-là des 5 pourquoi. Et aujourd'hui, je le vis pleinement. Et elle est là tout le temps. Et d'ailleurs, quand j'ai fait la conférence Succès de femmes à la Guadeloupe, c'était marrant parce que j'ai fait donc là, pour le coup, c'était sur scène, c'était pas en virtuel. Et 2 jours après, il y a une femme qui me contacte avec une association là-bas qui, donc c'est la mère qui est à l'association, mais sa fille travaille souvent avec elle aussi. Et elles avaient à peu près sa mère à l'âge de ma mère et moi j'avais à peu près son âge, donc même créneau. Et à un moment donné, la fille me dit, en fait, votre mère, elle fait partie intégrante de votre personal branding parce que j'ai vu qu'à la conférence, elle était au premier rang. Et je suis allée à ce rendez-vous, ce qui était en soi un rendez-vous professionnel, mais comme après on partait se promener, mais j'ai emmené ma mère avec moi parce que j'ai pas de problème de l'emmener. Et elle est vraiment partout. Oui, donc, on la voit en photo d'ailleurs quand vous avez certaines. Oui, tout à fait. Elle est au premier rang. Oui, au premier rang. Elle me suit. Quand j'ai fait le séminaire à Granville au château, elle est venue faire une apparition. En plus, tout le monde l'a accueillie. Et il y a des gens qui disent, ah, mais moi, je veux rencontrer votre mère. Mais moi, je veux voir votre mère. J'ai même une cliente qui est venue faire une journée VIP l'année dernière à Granville et qui me dit, donc je disais, bon, ben voilà, je suis en train de louer et tout. Elle me dit, Biba, est-ce que je pourrais rencontrer ta mère? Je dis, mais c'est fou, ça va bien faire une journée VIP. Elle veut rencontrer ma mère. Donc, ça fait vraiment partie. Et je vis mon business encore mieux maintenant parce que je sais. Alors, j'ai le pourquoi pro qui est important, mais il faut une balance aussi dans sa vie entre le pro et le perso parce que je sais que mon business et les résultats de mon business me permettent d'accomplir pleinement mon pourquoi perso. Donc, vous l'aurez compris, le pourquoi, c'est vraiment ce qui motive à passer à l'action et à atteindre ses objectifs profondément, en fait. Donc, et les raisons sont différentes, bien évidemment, pour les uns et pour les autres. Et juste une petite histoire pour les gens qui pensent que c'est pas possible. Et ça, c'est mes parents qui me l'ont raconté. Mes parents étaient allés à Angers, je crois. Ils allaient à Angers ou à Nantes, je sais plus, pour aller voir un ophtalmo. Et donc, ils y allaient une fois par an. Et un jour, il y avait une mère avec sa petite fille qui devait avoir genre 5-6 ans, un truc comme ça. Et il y avait un tableau de New York. Et la môme dit à sa mère, oh là là, regarde maman, c'est New York, c'est beau, un jour on ira. Et sa mère a fait, non mais jamais on va y aller. Et là mes parents ont regardé la mère en disant, ne dites surtout pas ça. Notre fille aussi pendant des années, c'était son rêve et on lui a dit qu'elle irait jamais. Maintenant elle y habite et maintenant on y est tous les hivers et on va passer 3 mois là-bas. Donc ce qui prouve qu'effectivement, même quand cette petite fille-là, si son envie c'était de dire un jour j'irai à New York, pourquoi on lui couperait son envie? Après, c'est à elle de décider si elle y va, si elle y va pas. C'est pas une fois de plus à son entourage de décider. Exactement, exactement. Quelle est votre ambition aujourd'hui, Biba? Je crois vous avoir entendu parler d'un projet caritatif il y a très peu de temps. Tout à fait. Et pourtant, c'est un projet que j'ai depuis très, très longtemps. C'est-à-dire que là, donc ça fait 20 ans que je suis aux États-Unis et je viens enfin d'obtenir cette fameuse carte verte, ce petit bout de plastique qui est grand comme ça. Et ça, c'était donc mon premier rêve, c'était de vivre aux États-Unis. Et après, bien évidemment, c'est la carte verte. Donc là, quand on m'a annoncé fin novembre que ça y est, c'était bon, je qualifiais, comme ils m'ont dit, pour la carte verte, je me suis dit, OK, mais ça, c'était mon moteur pendant des années. Là, maintenant, ça y est, c'est fait. Si j'ai plus de moteur, j'avance plus. Et en fait, mon autre moteur, c'est que je parle d'un projet. Moi, alors, j'en parlais pas publiquement, mais moi, ça fait très, très longtemps que j'en parle. J'ai le projet. Alors, je vais probablement un peu le modifier parce que c'est un peu compliqué. Une fois que je regarde, une fois de plus, le où, quand, comment, je cherche pas. Je fais les choses au fur et à mesure et étape par étape. Mais avant, c'était de faire d'ouvrir un orphelinat.
mais un orphelinat où en fait, ce que je voulais, c'est que ce soit une maison, où à l'intérieur de la maison, ce soit comme dans une ville. Et que chaque enfant ait son job. C'est-à-dire qu'il y en a un, c'est le maire, l'autre, c'est le flic, l'autre, c'est le banquier, l'autre, c'est celui qui tient le supermarché, enfin bref. Que chacun, pour leur apprendre très, très jeune, en fait, la vie. Parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas la vie. La vie de Charlemagne, ça ne nous sert pas à grand-chose comme dans la vie de tous les jours. Donc, vraiment leur apprendre la vie, prendre conscience des choses pour éviter que tout petit, on ait cette mentalité négative et qu'on soit élevé avec cette mentalité négative, qu'on ait conscience de l'argent et que l'argent ne soit pas un problème quand on devient adulte. Donc, vraiment de leur enseigner toutes ces choses-là. C'est-à-dire, quelque part, j'avais dit que je voulais un orphelinat et à l'époque, je n'étais pas coach. Mais je dirais aujourd'hui que c'est pour coacher les enfants, pour leur montrer ce qu'est la vie. Alors, c'est vrai que maintenant que je suis adulte et senior, j'ai réalisé quand j'ai commencé en disant, OK, maintenant je reprépare, donc j'ai remarqué plein de choses dans mon journal et ainsi de suite. Un orphelinat, je dis, il va falloir que je dépende de l'État, il va falloir que je dépende des services sociaux, je suis trop indépendante pour ce genre de choses. Donc, je garde l'idée, ce ne sera plus un orphelinat, mais probablement amener un programme dans les foyers, et créer des maisons où ce sera plutôt des camps de vacances ou des choses comme ça plutôt que de l'orphelinat. Et ne me demandez pas pourquoi, mais je vois des enfants à partir de 5 ans, parce que je pense que c'est peut-être plus facile à cet âge-là, mais justement de les éduquer à cet âge-là pour faire des choses. En plus, j'ai trouvé le nom il n'y a pas très longtemps et je suis un peu déçue parce que j'ai vu qu'il y a une association en Afrique qui a le même nom, donc il faut que je trouve un autre nom. Mais c'est vraiment amené, c'est-à-dire que c'est une continuité de ce que je fais. Et en plus, les enfants, c'est peut-être pas par hasard, parce que j'en ai voulu pendant très longtemps, j'ai pas réussi à en avoir, donc je pense que c'est peut-être combler un manque ou quelque chose comme ça. J'ai élevé des enfants qui n'étaient pas les miens, et le jour où on me les a retirés, ça a été très compliqué. Donc j'ai dit là, je vais m'occuper d'enfants, mais je sais que c'est pas les miens, c'est un peu différent. Mais alors, une fois de plus, je ne sais pas dans quel sens je vais prendre les choses, par quel bout, mais la première chose à faire, c'est déjà de se renseigner, de savoir ce qu'on veut exactement. Pour X ou Y raison, je préfère le mot fondation à association. Ne me demandez pas pourquoi non plus, mais je ne sais pas la différence entre les deux. Donc, il va falloir aussi que je me renseigne parce que je sais que ce n'est pas le même statut. Mais moi, c'est tout ça. C'est les petites choses, c'est ce que je veux, ce que je vois. Et au fur et à mesure, je vais faire avec ce qui existe. Et je vais adapter. Est-ce qu'il y sera question aussi d'un enseignement, je dirais, de gratitude, de bienveillance, un peu alternatif en fait, exactement, avec toutes ces valeurs qu'on peut avoir et qu'on voit bien qui émergent de plus en plus dans la société à l'heure actuelle, mais qu'on n'enseigne pas aux enfants. Ouais. Et c'est ça. Et moi, j'ai toujours dit, en fait, et c'est marrant parce que maintenant que vous me posez la question, c'est pareil. C'est quand je suis arrivée sur le marché francophone, et je dis toujours à mes clientes, voyez ce qui existe, ce que fait la concurrence, mais ce qui manque dans la concurrence, et vous vous engouffrez dans cette fenêtre-là. Oui. Et quand moi, je suis arrivée sur le marché francophone fin 2011, début 2012, en tant que coach, parce que moi, je coachais des Américains, mais je ne connaissais pas le marché français, et je me suis aperçue, j'ai étudié le marché, j'ai vu qu'il manquait des choses. Et donc, à l'époque, c'était toutes les formations en ligne à 2 000 € qui démarraient. Et quand pour faire mon étude de marché, en tant qu'affiliée, je proposais les formations des autres pour connaître le marché francophone. Et je proposais en bonus, en fait, pour acheter avec mon lien affilié, je proposais des sessions de coaching individuelles. Ce que les gens ne faisaient pas à l'époque. Ils faisaient que des formations en ligne. Et tout le monde me disait, mais en fait, en une session avec vous, j'en sais plus que 3 ou 6 mois de formation. Je dis, c'est normal, c'est de l'individuel. Donc là, c'est un peu pareil, c'est de se dire, il y a un truc que j'ai envie, mais je vois que ça n'existe pas, parce que j'ai encore vu un reportage il n'y a pas très longtemps sur les foyers d'enfants, je crois pour le jour de l'an ou un truc comme ça, comment ils fêtaient leur permettait de fêter le jour de l'an. Mais je dis, il n'y a pas ça, ça n'existe nulle part. Et justement, si on apprend ça dès qu'ils sont petits, on n'a plus les problèmes de racisme, on n'a plus les problèmes de violence. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura plus jamais, on est dans le monde des bisounours, mais on va vers des personnes, parce qu'en plus, là, il y avait l'émission il n'y a pas longtemps, Noir en France, les enfants, ils naissent pas racistes. Ils deviennent racistes parce qu'à cause de l'entourage, à cause de cette négativité et ainsi de suite. Donc, si on les éduque étant petits et qu'on leur montre justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ne savent pas qu'il existe autre chose. Ben, si ces enfants-là, on leur apprend autre chose, il n'y a plus ces blocages, il va y avoir aussi plus cette envie de créer leur propre business
quand ils ont l'âge. Et aux États-Unis, ici, il y a des enfants qui ont entre 4 et 10 ans qui sont entrepreneurs, qui gagnent plus que leurs parents. Il y a un môme à 4 ans et qui fait des trucs sur YouTube, je ne sais plus combien il gagne de millions de dollars par mois. Oui, je connais une petite fille de 12 ans. Qui, voilà. Il y en a un autre, je me souviens, je l'avais vu à Shark qui fait des nœuds papes et il a fait ses nœuds papes tout seul dans son coin avec sa grand-mère. Il est passé à Shark Tank et du coup, ses nœuds papes sont arrivés dans tous les grands magasins. Ça, c'est une mentalité qu'on n'a pas en France. Alors maintenant, on a en France l'émission Qui veut être mon associé, qui est un peu du style de Shark Tank, mais c'est marrant parce que quand je regarde l'émission, je vois que les montants ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis. Les montants investis, c'est pas les mêmes qu'aux États-Unis. Après, quand je regarde l'émission Mon boss incognito, je sais plus comment ça s'appelle en français, Patron incognito, un truc comme ça, c'est pareil, les cadeaux qu'ils font à la fin. Bon, allez, je vous donne une augmentation, je vous fais ceci. Ici, ils leur offrent des maisons, ils leur offrent des trucs pas possibles. Il y a quand même, voilà. Il y a un décalage. Oui, il y a toujours un décalage d'ailleurs. Voilà. Toujours, il y a toujours un décalage. Donc, c'est ça, en fait. Mon envie, elle est là, c'est de combler quelque chose qui n'existe pas. Alors, c'est peut-être utopique de ma part en disant, voilà, le monde ne m'attend pas pour faire ça. Mais si je peux faire ça à quelques enfants par groupe, eh bien, ces enfants-là, eux, ils vont transmettre après. Quand ils vont grandir, ils vont transmettre ce genre de choses. Et du coup, ils vont aussi devenir MDR. Et en fait, quelque part, la formule MDR, c'est ça, c'est votre motivation plus votre détermination égale la réalisation de tous vos rêves, même les plus fous. C'est enseigner cette culture-là dès que les enfants sont très jeunes, parce qu'ils vont grandir avec ça, au lieu de grandir avec tu peux pas, c'est impossible, c'est pas pour toi, tu n'as pas fait assez d'études et ainsi de suite. Bien sûr, c'est leur permettre de prendre conscience en fait qu'effectivement tout est possible et qu'ils peuvent avoir des ambitions et rêver grand en fait. Et si ça l'est pour les enfants, ça l'est aussi pour vous toutes, vous tous qui nous écoutez aujourd'hui. Donc le tout. Et c'est marrant parce que en fait ce projet, il est dans ma tête depuis très très longtemps. Alors du coup, je ne sais plus si c'est quelque chose que j'ai vécu ou pas, parce que moi, j'ai eu le sentiment, pendant 17 ans, on allait en vacances en Espagne avec mes parents, et moi, j'ai eu le sentiment que vers l'âge de 8-10 ans, on est allé visiter un village en Espagne où, justement, les enfants, justement, il y en avait un qui était le flic, l'autre qui était le maire, et ainsi de suite. Et moi, j'ai le sentiment d'avoir vu ça. Et quand j'en ai reparlé récemment à ma mère, en disant, tu te souviens, mais c'était dans quelle ville? Parce que j'aimerais bien savoir si ça existe encore. Et ma mère ne s'en souvient absolument pas. Oui. Alors, du coup, je ne sais plus si je l'ai rêvé, ce truc-là, ou si je l'ai vraiment vécu. J'en sais rien. Mais c'est de là qu'est partie l'idée. Et vraiment, c'est une idée qui me tenait à cœur. Sauf que, voilà, moi, j'aime pas faire plusieurs choses. Si c'est des petites choses, je peux faire plein de choses. Hein, et je fais plein de choses, plein de petites choses. Mais là, les gros trucs, là, c'est le truc énorme. Et ça, c'est ce qui est censé me tenir jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Parce qu'après, le but, c'est de monter un concept, d'avoir soit de monter des maisons. Et pareil, me demandez pas pourquoi, je vois des maisons avec 12 enfants. Moi, ça arrive comme ça, par flash. Après, on adapte. D'avoir des maisons, commencer en France, après aller en Afrique, aller à Haïti, parce que Haïti, il y a beaucoup de besoins aussi. Et l'orphelinat, c'est pareil. Quand il y a eu le séisme en 2010, j'avais vu aussi un reportage sur cet orphelinat et ça m'avait fait remonter mon projet en disant si je pouvais aujourd'hui acheter cet orphelinat, enfin les murs en tout cas, parce que tout s'était écroulé, si je pouvais leur acheter des murs et des choses comme ça. Donc, c'était remonté un peu à la surface à ce moment-là. Donc, c'est de se dire, je vais monter un concept, pas l'orphelinat parce que ce serait un peu trop compliqué. Et du coup, finalement, le fait de monter un concept et de l'emmener dans pas mal d'endroits, ça va permettre aussi de toucher plus d'enfants que de simplement avoir 10 enfants dans un orphelinat. Donc, je vois toujours Joséphine Baker aussi dans son château avec ses 10 ou 12 enfants, je ne sais plus combien elle en avait, son arc-en-ciel. Voilà, l'image, elle est là aussi. On a beaucoup de croyances qui sont liées à l'argent, en fait. Et là, voilà, c'est une merveilleuse explication qui permet de comprendre que l'argent, beaucoup l'associe en fait à une énergie négative, alors qu'en réalité, l'argent, c'est une énergie qui circule et qui permet de faire de très belles choses. Donc, vouloir gagner de l'argent, il y a effectivement souvent un pourquoi derrière, et ce pourquoi, il est dans énormément de cas extrêmement positif, extrêmement porteur en fait. Et donc, il est plus grand que nous en fait. C'est-à-dire si on sait gagner de l'argent pour gagner de l'argent, c'est ce qu'on appelle greedy aux États-Unis, c'est je mets tout sous mon matelas. Bon, quand on meurt, on meurt. Hein, l'argent, on l'emmène pas avec nous. Si c'est gagner de l'argent que pour nous,
bon, on en fait profiter les gens autour de nous, c'est normal. Mais si c'est un projet qui va au-delà de nous, on fait beaucoup plus de choses. Et comme je dis toujours, Mère Teresa, elle avait peut-être pas d'argent, mais derrière elle, il y avait des millions et des milliards derrière. Et elle n'aurait pas pu faire tout ce qu'elle a fait si elle n'avait pas cet argent-là. Exactement. Donc, c'est important, et je me souviens toujours d'un séminaire de T.R. Baker où justement qui disait qui veut sauver le monde. Alors évidemment toutes les mains se lèvent et tout. Moi je veux faire ci, moi je veux faire ça, je veux aider un tel. Et au final il dit, et aujourd'hui qu'est-ce que vous faites concrètement? Et ben si vous êtes fauché, vous ne pourrez jamais aider le monde. Donc développez votre business et grâce à ce business-là, vous pourrez enfin sauver le monde. Effectivement, donc l'argent, c'est pas négatif, une dimension bien supérieure qui est associée à l'argent, voilà. Et c'est important ça d'en prendre compte pour casser ces croyances qui sont vraiment limitantes. Oui, on appelle ça limitant, c'est-à-dire qui vous limitent pour certains, qui vous empêchent de réussir parce que il y a la peur de réussir. Et si vous cherchez pourquoi, souvent c'est lié à cette croyance négative sur l'argent très souvent. Donc quand on change là aussi, son mental, son mindset, son état d'esprit, son attitude, en fait, face à cette croyance, très rapidement, ça permet aussi de gagner de l'argent et de s'appuyer sur son pourquoi. Donc, et si j'avais 2 conseils à donner aux gens, c'est déjà de déterminer quel est leur pourquoi et de faire le principe des 5 pourquoi. Ils vont sur Internet, c'est expliquer comment ça fonctionne. Et 2, de changer d'entourage. Si effectivement leur entourage, ce sont des gens négatifs. Alors ça ne veut pas dire, parce que si c'est la famille, si c'est le mari, on ne va pas s'en débarrasser comme ça. Voilà, j'allais le dire. Mais je me souviens, une cliente un jour m'a dit, oui, mais mon mari, il est négatif, surtout, il faut que je divorce. Je dis, je n'en prendrai pas la responsabilité, c'est vous qui décidez. Mais peut-être que vous pouvez l'éduquer, par contre. Mais c'est effectivement d'aller trouver ailleurs, alors qu'on soit entrepreneur ou pas entrepreneur, d'aller trouver ailleurs des gens qui ont cette positivité déjà, ce mindset XXL, et qui vont être là pour vous aider. Donc déjà des coachs, en général, ça nous aide à se lever, parce que c'est à nous élever, pas se lever, mais à nous élever, parce que c'est des gens qui qui sont là où on a envie d'être, qui sont passés par notre parcours, donc ils peuvent nous aider plus rapidement. Parce que si c'est une chose que j'ai bien appris aux États-Unis aussi, parce qu'on ne parlait pas de coach en France à l'époque. Moi, quand je suis partie en 2000, il n'y avait pas de business coach, il y avait des coachs sportifs, mais ça s'arrêtait là. Mais ce que j'ai appris dès que je suis arrivée aux États-Unis, c'est que si on peut lancer son business seul, mais on ne peut pas le développer seul. On a impérativement besoin des autres. Et dans la vie perso, c'est un peu pareil. Si on veut évoluer, faut aller vers des personnes qui font les choses et qui n'ont pas peur de faire les choses. Des personnes qui nous tirent vers le haut. Et ça, c'est très important. Alors, effectivement, il ne s'agit pas de renier son entourage, de se débarrasser de son mari et de ses enfants et de qui vous voulez. Mais oui, de s'entourer à côté, si vous ne pouvez pas faire autrement. En tout cas, de trouver des gens qui vous portent, effectivement, qui vont être dans ce mindset positif, en fait. Donc, et qui nous permet d'avancer beaucoup plus vite, en tout cas, parce que généralement, ces gens-là sont passés aussi par des difficultés et vont nous permettre d'éviter ces difficultés. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir les nôtres. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas… Alors, je dis toujours que, en fait, les adultes ou les entrepreneurs, c'est comme des enfants. On leur dit « touche pas, tu vas te brûler, touche pas, tu vas te brûler ». Mais à un moment donné, il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils se brûlent pour s'en rendre compte. Donc, même quand on a des coachs qui nous disent faites ça, faites ça, faites ça. Et puis, ouais, non, moi, je vais le faire à ma façon, je vais le faire. Et puis, on se plante, et puis on a perdu du temps, mais on a besoin de ça. Et c'est là où, justement, on en revient à l'échec. Si on se plante, c'est pas grave. On a appris, des choses et on recommence. Alors, il ne faut pas recommencer les mêmes erreurs, mais ça nous apprend pour passer au-dessus et pour se dire, maintenant, je vais faire les choses. Et peut-être maintenant, je vais écouter le ou la coach parce que peut-être c'est elle qui avait raison. Mais voilà, mais c'est pas, voilà, une fois de plus. Et moi, c'est pareil, quand j'ai des coachs, il y a des choses que j'ai envie de faire, je vais jusqu'au bout de mon idée en disant, il me dit de faire à droite, et moi, je vais faire à gauche parce que mon idée, elle est à gauche. Peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, mais si je le fais pas, et puis si ça marche pas, je me prends une gamelle et c'est pas grave. Hop là, je vais très très vite, je vais repartir dans l'autre sens et je vais rebondir. Et c'est OK. Et c'est comme ça que ça nous forge aussi. Exactement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Biba ? En fait, moi, c'est vraiment ce que je prône, c'est ça, c'est d'avoir cet esprit positif. Cet esprit positif va vous amener, que vous soyez entrepreneur ou salarié, parce que salarié, ça va vous donner une autre motivation aussi, peut-être pour aller chercher une augmentation ou un job plus intéressant, des choses comme ça. Vraiment, tout le monde parle de la liberté financière, mais alors c'est bien, mais créer votre
propre économie, c'est encore mieux parce que du coup, peu importe. Et moi, je vis entre la France et les États-Unis. Donc, il y a eu Trump pendant 4 ans qui a coupé plein de choses. Ça n'a pas changé ma vie en soi. Macron, il peut faire ce qu'il veut, il peut y avoir un autre président dans quelques mois, là, ça va pas changer ma vie. Ils peuvent augmenter les impôts, ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire cela, ça changera pas ma vie parce que je vais pouvoir l'adapter en fonction de la situation. Et j'ai pas besoin d'aller quémander à Pierre, Paul, Jacques. Donc ça, c'est super important. Et quand on aura plus de gens qui seront à ce niveau-là, et qui, du coup, parce que quand on est à ce niveau-là, on draine les autres autour de nous. Exactement. Donc, plus il y aura de monde à ce niveau-là, plus on pourra drainer d'autres personnes autour de nous et puis on s'en sortira mieux, quoi. Exactement. Alors, je vous propose de vous inscrire donc effectivement sur le lien que je vais mettre sous cette vidéo. Ça vous permettra de recevoir à la fois le replay de cette interview si vous souhaitez la regarder de nouveau parce qu'elle était très riche d'enseignements, mais également de recevoir donc les 2 premiers chapitres du livre de Biba, voilà, également de la découvrir et puis de recevoir mes cadeaux donc avec mes offres également. Voilà, donc je vous retrouve bientôt pour une nouvelle interview de Femmes ambitieuses. En attendant, je vous remercie infiniment, Biba, d'avoir accepté de répondre à cet appel et à cet échange que j'ai trouvé vraiment enrichissant, très inspirant. Merci à vous pour l'invitation, en tout cas. Merci beaucoup. Et on n'a juste pas parlé du mot, juste pour finir, on vous disait un dernier mot. Oui. Le mot ambitieuse, on disait qu'on avait la même définition. Exactement. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Et moi, je suis très fière, et je dis toujours, hein, ambitieuse, c'est pas un gros mot, parce que les hommes sont ambitieux, on trouve ça normal, les femmes sont ambitieuses, ça devient du négatif. Et moi, je mets même le mot badass derrière. J'aime bien ce mot de badass qui est aux États-Unis, qui montre qu'on a vraiment du culot et qu'on y va et qu'on sait ce qu'on veut. Et que là aussi, il y a des croyances sur le mot ambitieuse et qu'il faut que les femmes arrêtent d'avoir cette croyance et de penser que c'est quelque chose de négatif. Donc, si vous êtes ambitieuse, eh ben, venez, Christine va vous interviewer et assumer le fait d'être ambitieuse parce que ça, c'est important. Et ça aussi, ça va vous permettre d'aider encore plus de monde. Parce qu'être ambitieuse, finalement, c'est être audacieuse comme Biba, talentueuse, hein, travailler avec sa zone de génie, avec ses différents talents, avec son unicité, c'est être inspirante comme vous avez pu le voir, c'est vraiment en fait être motivée et déterminée à obtenir la vie qu'on veut, donc les résultats qu'on a envie d'obtenir. Voilà, sur cette belle conclusion, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. À vous, Biba, je ne sais pas, quelle heure est-il à Miami? C'est le matin pour moi. Voilà, et pour nous, il est 16h. Voilà, 16h. Donc, à très bientôt. Merci Biba, encore une fois. Au revoir à tous.